Une semaine après avoir été renversé par une fulgurante offensive de groupes rebelles, l'ex-président syrien Bachar al-Assad sort de son silence. Il affirme que sa fuite n'avait pas été planifiée. Poutine accuse les États-Unis d'alimenter une escalade du conflit en Ukraine. Selon le chef du Kremlin, les Américains poussent la Russie vers ses lignes rouges. Sans surprise, le chancelier allemand Olaf Scholz a perdu le vote de confiance ce lundi. Des élections anticipées devraient donc bien avoir lieu fin février. La course contre la montre pour sauver les habitants se poursuit à Mayotte, après le passage meurtrier du cyclone Chido sur l'archipel. C'est sa première prise de parole depuis la chute de son régime. Le président syrien renversé, Bachar al-Assad, a publié un communiqué sur le réseau social Telegram ce lundi. Le chef d'État déchu assure être resté à Damas, la capitale, jusqu'au 8 décembre, avant de se rendre à Latakia, ville côtière du nord-ouest de la Syrie, où se trouve une base aérienne russe. Bachar al-Assad a dit y avoir supervisé les opérations de combat en coordination avec ses alliés de Moscou. Lorsque la base a été ciblée par des frappes de drones intensifiées, les Russes ont ensuite décidé de l'évacuer, selon la version du président syrien. Bachar al-Assad a également affirmé qu'il n'avait jamais envisagé de démissionner. Il vit désormais à Moscou avec sa famille, après avoir obtenu l'asile. D'abord prudentes, les puissances étrangères multiplient désormais les contacts avec le nouveau pouvoir à Damas. Des rebelles, membres d'une organisation islamiste, le HTC, qui pourtant est classé terroriste par plusieurs pays et sous le coup de sanctions européennes. Un haut représentant de l'UE est attendu dans la capitale syrienne pour rencontrer ses nouveaux dirigeants. I've also tasked a European top diplomat in Syria to go to Damascus to make the contacts with the new government and people there. So we will also discuss today in the Foreign Affairs Council how we engage with the new leadership of Syria and on what level. Dimanche, le Quai d'Orsay a confirmé l'envoi de diplomates français mardi en Syrie. L'envoyé spécial de l'ONU en Syrie est quant à lui déjà arrivé à Damas. And then, of course, it's the whole question about economic recovery. We need to see that this is tricky. We will hopefully see a quick end to sanctions so that you can see really rallying around building up Syria again. Le chef de la diplomatie anglaise, David Lammy, a confirmé que Londres avait déjà établi un contact avec les nouveaux maîtres de la Syrie, tout comme les États-Unis qui précisent vouloir aussi localiser Austin Tice, un journaliste américain enlevé en Syrie en 2012. Quant à la Turquie, acteur majeur dans ce conflit et soutien des rebelles, elle a déjà rouvert son ambassade à Damas, après plus de 10 ans de fermeture. Vladimir Poutine accuse les États-Unis de pousser la Russie vers ses retranchements et d'alimenter un engrenage du conflit en Ukraine. Le chef du Kremlin a mis en garde les États-Unis alors qu'il s'exprimait devant les responsables du ministère russe de la Défense. США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами. Отправляют наемников и военных советников, и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать, тут же пугают свое население, тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозы. Sur le terrain, l'armée ukrainienne recule à un rythme plus soutenu depuis l'automne. La Russie assure avoir pris le contrôle de 189 localités depuis le début de l'année. De son côté, Kiev réclame davantage de soutien de ses alliés occidentaux. Donald Trump appelle à un cessez-le-feu immédiat et l'administration américaine dénonce la présence de soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes. Inquiétude en Finlande face au risque d'un conflit ouvert avec la Russie. Pendant des semaines, la Russie a laissé des groupes de migrants illégaux arriver jusqu'à la frontière finlandaise et depuis plus d'un an, Helsinki a fermé tous les points de passage terrestre avec son voisin. La police finlandaise soupçonne la Russie d'avoir saboté un câble de télécommunications sous-marin en octobre dernier. Dans la Baltique, le système de navigation par satellite a récemment enregistré des perturbations et là encore, Moscou est montré du doigt.
The Finnish Border Guard has been always an organization, a readiness organization, which has built its capabilities to operate in a situation like today. But of course, it is also true that, for example, the phenomenon of shadow fleet, phenomenon of GPS disturbance, and illegal immigration in the eastern borders are something that we have seen only in last years. We have seen, let's say, cable cuts, cable breakdown points, which are under criminal investigation. As I mentioned before, we also see a threat for an environmental accident in the Gulf of Finland, and one part of this is GPS disturbance, which can be seen especially in the eastern parts of Gulf of Finland. L'entraînement régulier des conscrits et réservistes est traditionnellement au cœur de la doctrine de défense finlandaise. Une seule chose a changé, la Finlande fait désormais partie de l'OTAN. Finland has been preparing for any war for several decades. The invasion by Russia in 1939 is something that Finns are constantly reminded of. And the key principle of this comprehensive security and defence strategy is deterrence. To deter any potential invader, in particular Russia, that this country is prepared, its society as a whole and military are well trained. It's not aimed only towards Finland or the neighboring countries, but Russia is trying to destabilize the whole of Europe. So the whole Europe has to take this hybrid war seriously. And because Russia cannot pressure us by threatening in the way of conventional war, because we are all members of NATO, the hybrid war is the mean they use to threaten us. La Finlande est favorable à une augmentation générale des budgets consacrés à la défense au sein des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. La Hongrie et la Slovaquie ont posé leur veto à une proposition visant à imposer des sanctions européennes à l'encontre d'officiels géorgiens. La chef de la diplomatie européenne avait proposé ces sanctions lors d'une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères des 27. En matière de politique étrangère, les décisions de l'UE doivent être prises à l'unanimité. La plupart des pays de l'Union européenne s'inquiètent de la situation à Tbilissi et souhaitent sanctionner les responsables de la répression des manifestations pro-européennes dans la capitale géorgienne. Les manifestants dénoncent la décision du gouvernement d'avoir interrompu les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán est quant à lui proche du gouvernement pro-russe à Tbilissi et il avait prévenu qu'il s'opposerait à toute mesure restrictive contre le pouvoir géorgien. Le Premier ministre slovaque Robert Fico aligne souvent ses positions sur celles de son voisin hongrois et son veto n'a pas surpris les diplomates européens. Gerade wurde es entschieden. Der Deutsche Bundestag hat dem Bundeskanzler Olaf Scholz mit 394 Stimmen das Vertrauen entzogen. Olaf Scholz hat damit die Vertrauensfrage verloren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nun 21 Tage Zeit, um den Bundestag aufzulösen und damit Neuwahlen den Weg freizumachen. Schon während der Aussprache im Bundestag herrscht Wahlkampfstimmung. Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck verweisen auf Erfolge der Ampelkoalition. Oppositionsführer Friedrich Merz greift Scholz direkt an und verteidigt CDU-Wahlversprechen. Den Parteien bleibt wenig Zeit, um die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. In knapp 2 Monaten, am 23. Februar, sind Neuwahlen. Dieser kurze Wahlkampf ist besonders hart für die Kleinparteien. Sie müssen Zehntausende Unterschriften sammeln, um überhaupt bei der Bundestagswahl antreten zu dürfen. Viele sind sich nicht sicher, ob sie das schaffen werden. Am 23. Februar werden die Wählerinnen und Wähler deswegen voraussichtlich eine kleinere Auswahl haben. Anne-Frieda Müller in Berlin für Euronews. Bruno Retailleau est arrivé à Mamoudzou pour superviser l'organisation des secours et dire le soutien des autorités après le passage du cyclone Chido sur l'archipel. Mayotte n'avait pas enregistré de cyclone aussi violent depuis 90 ans. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur assure que tous les moyens sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Le problème, c'est que si ces efforts sont dispersés,
et s'il n'y a pas une conduite logistique, coordination extrêmement robuste, tout ça sera vain. Voilà, ça c'est le job du préfet, de ses équipes, de chacun d'entre vous, et donc vraiment je compte sur vous. La tâche est difficile, il va y avoir du découragement, parce qu'il va y avoir beaucoup de fatigue. Les services de santé de Mayotte sont sinistrés et l'archipel manque d'eau et de nourriture. Le bilan humain du passage de Chido sera difficile à établir. La population a pour tradition d'enterrer les défunts dans les 24 heures qui suivent les décès. Les bidonvilles sont détruits et les victimes se comptent probablement par centaines. L'avenir politique de Yoon Suk-yeol est désormais entre les mains de la Cour constitutionnelle sud-coréenne. Celle-ci tient ce lundi une première réunion pour discuter du calendrier de la procédure de destitution qui vise le président déchu par le Parlement pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. La Cour constitutionnelle a environ 6 mois pour se prononcer sur la validité de la motion de destitution adoptée samedi soir par les députés qui ont ainsi suspendu l'impopulaire dirigeant et sanctionné la brève loi martiale de la nuit du 3 au 4 décembre. 제1차 변론 준비기일을 12월 27일 금요일 오후 2시로 지정한다. 변론 준비기일에서 검찰, 경찰 등의 수사 기록을 조기에 확보한다. Si la Cour constitutionnelle confirme la motion de destitution, Yoon Suk-yeol sera déposé et une élection présidentielle devrait être tenue dans les 2 mois. Le vainqueur serait investi dès le lendemain du résultat, sans l'habituelle période de transition. La validation nécessite le soutien d'au moins 6 des 9 juges, mais la Cour n'en compte actuellement que 6. Ceux-ci devront donc voter à l'unanimité en faveur de cette mesure.